Chers amis, je vous propose que nous démarrions cette troisième session. Je tiens à remercier de manière très chaleureuse M. Abdelaziz Ould Dahi, ministre de Mauritanie de la Transition digitale et de l'innovation, qui nous fait l'honneur de venir participer à notre forum. Bonjour. Comme vous le savez, chaque année, dans le cadre de ce forum sur le financement des grands projets d'infrastructure, nous accueillons des pays pour leur permettre de présenter leur programme à la communauté financière de la place de Paris. Je sais que vous avez plusieurs rendez-vous dans la semaine, Monsieur le Ministre. Et je sais également que vous avez un projet de signer, je crois, à la fin de cette session, un accord avec Orange pour développer les télécommunications digitales, la 3G en Mauritanie. Et nous nous réjouissons naturellement de cet accord avec Orange, que j'en profite pour remercier à nouveau d'être notre partenaire pour l'organisation de cette manifestation. Voilà, donc comme les années précédentes où nous avions eu l'occasion d'accueillir le Japon, la Croatie, différents pays d'Afrique. Donc nous accueillons cette année la Mauritanie, l'Ukraine, l'Italie en tant que présidente du G20 pour voilà, échanger au plan international. Et donc sans plus tarder, Monsieur le Ministre, je vous donne la parole. Est-ce que... Merci, pardon. Je peux faire une petite juste introduction, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Effectivement, comme vous le disiez, Monsieur de Bresson, cette session, on a 1 heure environ, vise à apporter vraiment un éclairage à la fois complet et précis sur toutes les opportunités d'investissement pour la Mauritanie. Un pays qui, comme certains et peut-être beaucoup le savent, se situe aujourd'hui à la confluence des régions nord-africaines et de toute la zone subsaharienne. Pour cet éclairage, comme vous le disiez, Monsieur de Bresson, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur le ministre, Monsieur Abdelaziz Dahi, ministre de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration avec nous. Mais aussi, on va pouvoir compter sur les témoignages et les retours d'expérience des partenaires du pays, partenaires de financement avec la BEI, la Banque européenne d'investissement, avec M. Benoît Denis, mais aussi des partenaires, des acteurs industriels, des spécialistes des infrastructures numériques, avec le groupe Orange et avec le cabinet Tactis, avec Mme Marianne Brunat et M. Stéphane Lelux, que je vous présenterai tout à l'heure. Et Monsieur le Ministre, effectivement, nous allons commencer avec vous pour effectivement brosser dès le départ un cadre pour ce panel qui est le cadre macroéconomique du pays. Mais auparavant, je tiens quand même à souligner quelques éléments de votre bio et de votre expérience. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Transition numérique, de l'innovation, de la modernisation de l'administration depuis le mois de mai 2021. Mais auparavant, vous avez été chargé de plusieurs portefeuilles ministériels. Pêche et économie maritime, économie et industrie, fonction publique et modernisation de l'administration. Vous avez été également gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, parmi d'autres responsabilités que je ne vais pas toutes citer. Et enfin, pour finir, dans une précédente vie, vous avez également connu toutes les institutions internationales, les bailleurs de fonds, en travaillant à la fois pour le PNUD, la Banque mondiale et le CNUSED. Et donc, c'est vraiment avec toutes ces casquettes, Monsieur le Ministre, que nous aurons le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir ce petit aperçu un peu macroéconomique sur les opportunités effectivement d'investissement en Mauritanie. Également un focus sur tout ce qui est environnement doing business qui intéresse l'audience présente aujourd'hui. Et sans plus tarder, Monsieur le Ministre, je vous propose effectivement de nous passer cet aperçu que nous aurons le plaisir d'écouter. Merci beaucoup. Merci également à Paris Europlace pour cette invitation, pour nous avoir donné l'opportunité de présenter assez rapidement les opportunités d'investissement en Mauritanie. Je voudrais juste peut-être organiser cette présentation assez rapidement parce qu'on a une contrainte aussi de temps, a-t-on dit. Assez rapidement, le contexte général dans lequel, depuis une présentation du pays, quelques potentialités du pays, pas toutes. Évidemment, le climat des affaires qui va très certainement favoriser les infrastructures. Je ne vous apprends rien en vous disant que
le monde a connu en 2019-2020 probablement l'une des plus importantes crises de son histoire. Et évidemment, les pays en développement en ont été impactés parce que les flux d'investissement dans ces pays-là ont connu une baisse extrêmement importante. Je rappelle également, on l'a dit tout à l'heure, les objectifs du millénaire pour le développement avaient identifié pour l'atteinte de ces objectifs dans nos pays, évidemment, des financements de l'ordre de 4 trillions de dollars pour les 30 prochaines années, et que, évidemment, ces flux-là ont été, qu'il faut mobiliser, hein, à la fois au niveau du secteur public, du secteur privé, que des organisations internationales. Notre pays, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pays donc à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, très grand, 1 million de kilomètres carrés pour une population de 5 millions d'habitants, donc une densité assez faible. 5%, ça va expliquer également les besoins d'investissement, notamment en infrastructure plus tard, et un PIB pour habitant de l'ordre de 1500 dollars à peu près, 1700 dollars contre une moyenne de 1500 en Afrique. Évidemment, comme tous les pays du monde, nous étions sur une tendance, je veux dire, assez positive en matière de croissance. Évidemment qu'on a été impacté, peut-être moins que les pays du Maghreb, mais on a été fortement impacté par la crise de Covid. Et nous espérons cette année une relance, donc une tendance haussière pour les prochaines années, si on arrive à consolider évidemment nos fondamentaux, notamment macroéconomiques. Globalement, les grands agrégats macroéconomiques sont relativement bien gérés, pour dire que, rappeler que nous étions sous programme avec les FMI, que le programme vient de se terminer, qui s'est très bien passé, que nous sommes dans une perspective de préparation de nouveaux programmes. Donc les grands agrégats macroéconomiques ont été relativement bien maîtrisés, aussi bien en termes d'inflation, en termes de déficit budgétaire et déficit de la balance commerciale notamment. Il y a un ensemble de potentialités pour un pays comme la Mauritanie, à la fois dans le domaine minier, évidemment pétrolier, gazier, agropastoral, donc à la fois donc agriculture, élevage, mais également dans le domaine du numérique que nous allons vous présenter assez rapidement. Pour le secteur minier, nous avons un potentiel très important parce que nous avons des indices pour pratiquement tous les minerais connus, hein, y compris l'or, le fer, le cuivre, etc. Donc c'est un pays connu pour être un pays minier en Mauritanie. Un autre secteur, c'est celui des hydrocarbures, hein, et la Mauritanie va très probablement se positionner au cours des prochaines années comme un des grands pays en termes d'hydrocarbures et de gaz notamment. Il y a eu la découverte dernièrement dans les côtes mauritaniennes d'un gisement en gaz extrêmement important que l'on gère avec le Sénégal et qui va très probablement positionner la Mauritanie comme un des premiers producteurs africains. Nous avons évidemment un potentiel dans le domaine de la pêche qui est encore relativement sous-exploité, notamment en termes de valorisation. Donc, la Mauritanie est considérée comme un des pays où les côtes sont les plus poissonneuses du monde. Poissonneuses à la fois en termes de quantité que de diversité des produits de la pêche. Et il y a un manque à gagner extrêmement important en matière de valorisation justement de ce produit parce qu'il est très souvent exporté à l'extérieur dans sa forme brute, on va dire. Le secteur agricole également génère un potentiel, notamment tout le long de la vallée du fleuve Sénégal, un potentiel extrêmement intéressant qui n'a pas encore été suffisamment valorisé. Je voudrais juste rappeler peut-être un chiffre assez éloquent. Nous importons quasiment 70% de nos produits alimentaires de l'extérieur, alors qu'on a un potentiel qui peut être largement exploité pour assurer une autosuffisance alimentaire, notamment dans un certain nombre
produits agricoles. Là aussi, il y a des potentiels de valorisation extrêmement importants qui ne sont pas à ce jour exploités. Pour ce qui est de l'aspect spécifique du numérique, là aussi, évidemment, tirer profit du numérique est devenu un enjeu absolument crucial aujourd'hui en Mauritanie. J'ai rappelé tout à l'heure une densité très faible de la population et donc qui nécessite des investissements extrêmement importants en termes d'infrastructure. Et donc le digital pourrait très certainement non pas constituer une alternative, mais constituer un complément et accélérer très probablement le développement en mettant à profit évidemment la digitalisation. Digitalisation, ça veut dire évidemment les infrastructures, notamment les infrastructures de communication et les infrastructures à haut débit. Il y a déjà des efforts extrêmement importants qui ont été menés ces dernières années, mais le besoin est encore très très largement non satisfait. C'est d'ailleurs ce qui explique l'accord que nous allons signer tout à l'heure avec Orange pour voir, on va dire, la moitié nord du pays en infrastructure de haut débit. L'infrastructure, c'est également évidemment les câbles sous-marins. Et là aussi, nous avons, avec nos amis de la BEI, assuré déjà le financement d'une première pose, on va dire, de câbles sous-marins. Et nous sommes en train de sécuriser celle-là en dupliquant, en sécurisant davantage par un autre câble sous-marin dont l'appel d'offres est déjà lancé. C'est un secteur, le secteur des télécommunications est un secteur qui a été privatisé. Nous avons 3 opérateurs privés qui opèrent en Mauritanie. Et donc c'est un marché relativement offensif aujourd'hui, notamment avec la mise en place d'un réseau intranet, d'un réseau haut débit au sein de la Mauritanie. Je voudrais dire que c'est des opportunités qui nous semblent très importantes aussi, quand on a parlé tout à l'heure de câbles sous-marins, parce que la Mauritanie, encore une fois pour ceux qui ne la connaissent pas, est la seule porte de sortie, on va dire, en mer sur les pays du G5 Sahel. Donc nous parlons là d'un marché qui ne se limite pas seulement à la Mauritanie, mais qui peut être, on va dire, une opportunité pour l'Interland, c'est-à-dire tous les pays du G5 Sahel, pour avoir un accès au début, notamment au niveau des câbles sous-marins. Notre ambition, c'est évidemment de faire de la Mauritanie un hub. Pour cela, elle bénéficie d'une position géostratégique extrêmement intéressante, qui n'a pas encore, de mon point de vue, suffisamment été mise à profit, parce qu'on est à 1h30 de l'Europe, d'un pays comme Las Palmas, de Las Palmas. Nous sommes à proximité également des États-Unis, des États-Unis et de l'Amérique du Sud. On est à 4 heures, par exemple, du Brésil. Donc la position géostratégique de la Mauritanie est extrêmement intéressante, à cheval entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a à tirer beaucoup profit de cette position-là. Je disais tout à l'heure que nous ambitionnons de compléter le réseau large bande national qui a déjà été, pour toute la partie où la densité est relativement importante, été mise en place. Et donc il reste évidemment la connectivité avec l'Algérie, à renforcer la connectivité avec le Sénégal et évidemment avec le Mali. Et nous espérons que cette étude qui va être menée avec Orange va permettre d'éclairer davantage et de faciliter la prise de décision et de mobiliser évidemment les financements correspondants. Nous pensons que beaucoup d'efforts ont été faits en Mauritanie en matière d'amélioration du climat des affaires, par la création d'un haut conseil de l'investissement présidé par le président de la République, d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre pour améliorer le climat des affaires, d'un code d'investissement relativement attractif, des codes spécifiques pour les différents secteurs, la pêche,
les mines, les hydrocarbures. Nous avons mis en place une agence pour la promotion de l'investissement. Nous avons une zone franche au niveau de Nouadhibou. Et donc, le climat, de manière générale, nous semble être relativement favorable, même si il reste encore des efforts à faire, notamment en matière de renforcement institutionnel, de gouvernance et d'amélioration du climat des affaires. Voilà. Assez rapidement, nous avons, pour le Code des investissements, qui assure un certain nombre de sécurités ou de garanties pour les investisseurs, notamment la stabilité des conditions, la disponibilité des devises, parce que c'est souvent des enjeux importants, la possibilité de transférer des dividendes, notamment, et les capitaux, les rémunérations pour le personnel expatrié, l'accès aux matières premières, l'égalité des traitements entre les entreprises étrangères et celles qui sont en Mauritanie, évidemment les droits et libertés. Il y a des régimes qui sont assez spécifiques et préférentiels, notamment pour les PME, pour les zones économiques spéciales et pour les conventions d'établissement qu'on peut signer avec des entreprises dans des secteurs particuliers et pour des niveaux d'investissement également particuliers. Nous avons un cadre assez favorable de partenariat public-privé où nous avons différents types de concessions. Que ce soit de l'affermage, que ce soit de la concession ou que ce soit des PPP avec des paiements publics, avec à chaque fois un rôle spécifique entre l'État, entre le secteur public et le secteur privé. Sachant que pour ce qui est des concessions, le secteur privé a un rôle beaucoup plus important. Donc ce sont des mécanismes qui existent qui pourraient également favoriser évidemment les investissements privés. Le climat des affaires, la Mauritanie, il faut le dire, est encore très en retard, et dans une position très... Mais je pense que le plus intéressant, c'est l'évolution. L'effort qui a été fait ces dernières années, et pendant les trois dernières années, la Mauritanie a été considérée comme un des pays les plus réformateurs, et donc a gagné des places relativement importantes en matière de doing business. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le doing business... traverse une crise en ce moment-là. Voilà. Nous, évidemment, je parlais de potentiel tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui en Mauritanie un mouvement assez intéressant dans le cadre de la transition énergétique et des signatures de conventions, en tout cas de Memorandum of Understanding avec de grands groupes comme CWP Global pour un investissement prévu de l'ordre de 40 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. Également, ça c'est pour ce qui est de l'hydrogène, comme alternative aux énergies fossiles dont a parlé tout à l'heure évidemment Jacques Attali. Nous avons un autre qui a été signé avec la société Chariot pour un investissement de l'ordre de 3 à 4 milliards de dollars, évidemment toujours dans le même domaine. J'ai parlé tout à l'heure évidemment du grand projet gazier avec le Sénégal, qui se trouve à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, et pour on va dire, des retours attendus en termes de revenus de l'ordre de 14 milliards de dollars pour la Mauritanie au cours des prochaines années. La mise en exploitation de ce champ gazier sera faite à partir de 2023. Juste rappeler que la Mauritanie organise toutes les années un événement qu'on appelle Mauritanide et qui intéresse beaucoup les investisseurs internationaux. Et la preuve, c'est qu'on voit que la Mauritanie constitue le centre d'intérêt. Évidemment, nous avons d'autres pays concurrents, entre guillemets, comme la RDC et d'autres pays. Mais c'est dire que l'intérêt que les investisseurs, de manière générale, portent à la Mauritanie et inviter ceux d'entre vous qui sont intéressés, super, évidemment, à visiter ce site. Juste dire que, évidemment, il y a besoin d'infrastructures, que les infrastructures, ça nécessite de l'argent, que l'argent, ce n'est pas que de l'argent public, on n'a pas cette capacité-là. C'est aussi, évidemment, ce n'est pas de l'argent public, ce n'est pas non plus seulement de l'argent issu
on va dire, de la coopération internationale. Ça ne peut pas satisfaire les besoins en financement. Je pense que mobiliser le secteur privé est aujourd'hui une problématique majeure. En faire un pilier du développement, c'est aussi le cas. Je pense que, comme on l'a dit également ce matin, la crise a questionné les modèles économiques et a nécessité évidemment cette transition entre, on va dire, l'économie traditionnelle telle qu'on l'a percevée et l'économie, on va dire, résiliente, l'économie durable, qu'il faut envisager à partir de maintenant, tout simplement. Même si on en a déjà parlé, je pense que l'indice de positivité va dans ce sens-là, même si on en a parlé parce que le modèle ESG des objectifs du millénaire pour le développement ont également insisté sur ça. Nous en avons également parlé aujourd'hui avec les grands groupes qui s'intéressent à ce qu'ils appellent impact investment, l'impact sur les investissements en matière de durabilité. Et nous avons une possibilité de faire cela en Mauritanie parce que c'est un pays neuf. Donc on peut à la limite mettre en place aujourd'hui ou mettre en œuvre des modèles économiques qui répondent à tous ces besoins. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et en effet, merci. Merci pour votre exposé qui, effectivement, est d'une clarté et d'une précision à la fois absolue. Et je pense, pour déjà rebondir sur votre conclusion, vous êtes à la au bon endroit, en tout cas, pour mobiliser ces financements au sein de Paris Europlace. Autour de vous, vous avez tous les acteurs financiers et investisseurs de la place de Paris. Donc, je pense que cet exposé, en tout cas, saura trouver un bon écho, et notamment pour votre invitation à cet événement mauritanide. Et donc, cette transition, finalement, vous me l'avez faite, hein, tout ça, c'est effectivement concret. Les opportunités sont là. Position géostratégique et environnement des affaires favorables, mais il faut financer tout cela. Donc les partenaires financiers à vos côtés, Benoît Denis, vous êtes senior économiste au sein de la division économie numérique de la Banque européenne d'investissement, qui, nous l'avons compris grâce à Monsieur le ministre, est un partenaire de longue date pour la Mauritanie. Est-ce que, en quelques mots, peut-être pour aussi rebondir sur cette présentation du ministre, on pourrait avoir avec vous cet éclairage sur que fait la BEI en Mauritanie et quels sont aujourd'hui ses projets, avec ce focus peut-être, comme on est en train de parler d'infra-week et d'infrastructures notamment numériques, sur ce focus des infrastructures numériques en Mauritanie. Merci Salima. Et merci Monsieur le Ministre de m'avoir invité à ce panel. Je trouvais votre exposé extrêmement intéressant puisque vous dressez un panorama économique mais aussi sur les opportunités et notamment sur le numérique. Alors il est vrai que la BEI est fort intéressée par le numérique en Mauritanie. Ça représente un tiers de nos projets d'investissement en Mauritanie, ce qui est énorme pour nous, pour une banque telle que la BEI qui finance beaucoup d'infrastructures telles que des routes, des aéroports, etc. Notre présence, le poids du numérique dans nos investissements sur le pays est extrêmement fort. Avant de parler des projets, peut-être, pourquoi en sommes-nous là? Je pense qu'il y a peut-être une équation à trois éléments. Tout d'abord, les besoins. Vous l'avez mentionné, Monsieur le Ministre, la Mauritanie est un pays neuf qui construit son économie numérique. Alors, le premier câble sous-marin, nous l'avons financé en 2012. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a énormément de choses à faire. Le taux de pénétration à l'Internet et même au mobile reste encore à développer, même s'ils sont en forte croissance. La deuxième chose, bien évidemment, c'est l'environnement des affaires qui est important. Je pense que chez nos contreparties mauritaniens, nous avons trouvé des personnes avec qui on peut travailler. Il y a un environnement des affaires qui est assez bon. Bien évidemment, la BEI, de par son statut,
a certains privilèges, a la capacité à aller dans des pays qui présentent un risque particulier avec une couverture du risque politique prise par la Commission sur nos activités hors de l'Union européenne. Mais néanmoins, on arrive à structurer des projets qui mêlent notamment aussi le secteur privé, puisque le câble s'est fait grâce à un PPP avec les opérateurs locaux. Et puis dernièrement, c'est une question d'hommes. Trop souvent, je pense que nous oublions cette composante. Alors bien évidemment, je regarde Lémine qui est juste là, qui est le DG du ministère, qui est notre collaborateur de longues années. Et puis, Monsieur le ministre, avec vous, avec les ministres précédents, nous avons eu cette capacité à se parler, à se rencontrer, à structurer des projets en réelle collaboration, on peut le dire. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence, puisque des besoins, il y en a énormément à travers le continent, il y a des besoins sur la Mauritanie, mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité à s'écouter, à s'entendre et à structurer des projets. Donc de ça, encore une fois, nous sommes très présents sur le numérique en Mauritanie, avec le financement du premier câble sous-marin en 2012, donc qui était un projet, encore une fois, comme je l'ai mentionné, structuré grâce à un PPP et qui a permis bien évidemment l'essor de l'économie numérique sur le pays qui dépendait précédemment principalement des infrastructures satellitaires. Plus récemment, nous avons participé à un projet, enfin nous finançons un projet de centre de données qui là aussi est absolument fondateur pour l'économie numérique mauritanienne, puisqu'il va permettre d'héberger des données pour les opérateurs privés, pour le public potentiellement également, un point d'échange Internet. Et ce projet est inclus dans un projet qui est plus large, qui est le projet WARCIP. Donc c'est cofinancé avec la Banque mondiale, et donc un projet qui a aussi des extensions. Donc le WARCIP étant le projet de fibre sur les zones non desservies. Et finalement, plus récemment, nous avons sécurisé le financement pour un deuxième câble sous-marin. Je ne sais pas si certains d'entre vous me voient souvent dans les conférences sur la thématique de la connectivité en Afrique, mais je suis extrêmement attaché à la sécurisation, et je pense que Monsieur le Ministre, on s'entend très bien là-dessus, des infrastructures numériques. Parce que le plus l'économie dépend du numérique, le plus on a besoin de la sécuriser, puisque nous avons besoin de gagner la confiance des utilisateurs, principalement aussi lorsqu'on va sur des services à très haute valeur ajoutée, tels que la télémédecine ou les services financiers sur mobile. Donc la sécurisation de cette connectivité est extrêmement importante. Donc nous avons travaillé ensemble, encore une fois, avec les mines, avec le cabinet, pour ce financement. C'est aussi un projet sur lequel on accompagne énormément la Mauritanie avec une assistance technique. Notre but étant que le retour économique et social pour la Mauritanie soit le plus important possible. Donc on les accompagne sur l'appel d'offres pour que ce soit un appel d'offres ouvert, compétitif, que la Mauritanie ait le meilleur tarif pour son investissement. On pourrait dire que ce n'est pas forcément l'intérêt d'un banquier que le prix soit réduit. Notre métier, c'est de prêter de l'argent, mais nous sommes une banque publique, donc on essaie au maximum de maximiser le retour économique et social du projet. Donc l'appel d'offres est en cours. Les fonds sont déjà sécurisés avant même de lancer l'appel d'offres. Je pense que ça va être vraiment un troisième projet fondateur pour la Mauritanie, et surtout qui va permettre, comme vous le disiez, Monsieur le Ministre, d'ouvrir l'économie numérique mauritanienne sur les pays avoisinants, les pays notamment du G5 Sahel, pas simplement de fournir aussi une connectivité alternative à des pays qui sont au sud. Parce qu'il est très difficile de vendre un service de connectivité internationale à ses voisins lorsqu'on dépend d'un seul câble, le risque de coupure étant important. Donc on peut potentiellement être une voie alternative. Mais dès lors qu'on a deux connexions, on est bien plus solide pour parler à ses voisins. Et bien sûr, cet aspect inclusion régionale est extrêmement important pour la BEI, pour les États membres qui sont nos actionnaires.
Merci beaucoup, Benoît. Et en effet, pour aller dans le sens de ce que vous dites, sur cet aspect de sécurité, effectivement, des infrastructures numériques, sur cet aspect aussi d'infrastructures transfrontalières, on parle de la Mauritanie, mais aussi des pays autour, on a, comme je le disais au tout début, on aura l'occasion tout à l'heure d'avoir une cérémonie de signature d'un projet concret. Alors pas financé par la BEI, hein, la Mauritanie a d'autres partenaires financés, heureusement pour elle, mais cela m'amène effectivement à aller vers vous, Marianne Brunat, qui êtes directrice du business développement des projets d'infrastructure au groupe Orange. Vous avez un périmètre d'activité international, mais avec un focus sur le continent africain et notamment sur la Mauritanie. Et ce projet dont on va parler tout à l'heure pour en faire une signature officielle, je dirais un peu formelle, serait peut-être un exemple très concret pour montrer effectivement comment aujourd'hui ce type de projet d'infrastructure numérique peut déjà, quelle est sa genèse, et peut donner lieu quelque part à des résultats et des objectifs très ambitieux. Donc, Marianne, à vous la parole. Merci beaucoup, Salima. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui parce que, effectivement, la Mauritanie, un pays que j'ai découvert depuis plusieurs années en travaillant sur le digital au sein d'Orange, au travers d'un certain nombre d'études, parce qu'il y a les services, il y a les infrastructures, mais on a travaillé aussi beaucoup sur les services. J'aurais à mon tour remercier Mohamed Lemine, qui, je pense, est un collaborateur qui sait très bien vendre votre pays et qui développe ses réseaux. Tout ça est très important pour tout le monde. J'aurais également remercier le ministère de l'Économie et des Finances, qui nous reçoit aujourd'hui, mais sans qui ce projet FASEP n'aurait pas lieu. Puis voilà, on viendra sur les partenaires tout à l'heure. La genèse de ce projet, en fait, c'est que déjà, pour Orange, en fait, Orange investit plus de 7 milliards d'euros dans les réseaux au niveau international chaque année pour ses réseaux en propre. Par contre, il y a beaucoup d'acteurs qui investissent dans les réseaux, dans les infrastructures télécoms depuis plusieurs années. On a parlé des bailleurs de fonds, je pense qu'il y a des fonds d'investissement privés. Le constat était quand même qu'en Afrique, beaucoup de réseaux sont construits, sont imaginés sans réellement penser à l'exploitation de ces réseaux et sans penser forcément au retour sur investissement qu'on pourrait trouver pour les investisseurs privés derrière. Ce qui nous a semblé important dans ce projet, c'est vraiment de le co-construire. Et c'est un projet qui a été co-construit avec le gouvernement mauritanien, de manière à apporter une connectivité. Alors, vous l'avez sur les slides là, il y a beaucoup de réseaux qui existent aujourd'hui sur le pays, mais très peu sur la partie... on la disait nord tout à l'heure, nord-est, je ne sais jamais tellement où s'arrête. Mon sens de la géographie n'est pas le meilleur, mais effectivement, il manque des réseaux sur cette partie du territoire, reliant l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. C'est par contre des régions qui sont très peu denses. Et clairement, il va falloir qu'on sécurise ce projet, à la fois pour l'opérateur privé que nous sommes, à la fois pour les gens qui vont construire, parce qu'on a quand même un certain nombre de problèmes de sécurité dans cette zone, et il va falloir qu'on sécurise aussi le projet par rapport aux besoins des opérateurs qui vont utiliser des réseaux pour apporter des services aux populations. Donc cette première phase, pour nous, elle est cruciale, et elle est cruciale dans le sens où on n'envisage pas uniquement la construction d'un réseau, on envisage un partenariat public-privé dans le temps pour mettre en place et développer, parce que ces réseaux, il faut qu'ils soient évolutifs aussi. Je ne sais pas si vous regardez l'évolution des technologies, mais alors la fibre est une technologie qui est fiable et sur laquelle on peut compter dans les 25 prochaines années. Par contre, elle va être activée, il va falloir mettre des équipements. Donc tout un réseau télécom, opérer un réseau télécom, c'est un métier. Et c'est pas parce qu'on a posé de la fibre optique quelque part que le réseau fonctionne. Vous donnez un petit chiffre, c'est une estimation que j'ai faite en développant cette activité avec un certain nombre d'acteurs sur là. Aujourd'hui, en Afrique, on compte plus de 20 000 kilomètres de réseaux qui sont soit non exploités, soit sous-exploités. Alors c'est beau de poser de la fibre, il faut que ça serve. S'il n'y a pas de service derrière, la connectivité, on a encore 40% de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet, la connectivité, elle ne va pas arriver toute seule, et il faut qu'elle vienne avec des partenaires industriels dont c'est le métier. Donc l'ambition d'Orange, c'est d'aller au-delà de ces investissements en propre, d'aller aux côtés d'acteurs que sont les gouvernements, que sont les acteurs financiers, que sont aussi un certain nombre d'aménageurs ou de propriétaires d'infrastructures. Et pour reprendre l'exemple de la Mauritanie, notre filiale Sonatel au Sénégal a
signé récemment un partenariat public-privé avec la Sogem, qui est une entreprise qui gère de l'électricité à la base, mais qui disposait de réseaux de fibre optique, pour utiliser cette fibre optique aussi pour apporter plus de connectivité pour tous. Donc ce projet, pour nous, il est crucial parce qu'effectivement, c'est cette approche globale qu'on propose à la Mauritanie, et pour le coup, c'est assez innovant parce que c'est quelque chose qu'on a défendu avec le ministère des Finances, c'est de voir ce projet vraiment dans une globalité. Il y a beaucoup d'acteurs partenaires dans ce projet. Voilà. C'est vrai que les études, alors c'est pas des études pour des études, hein, c'est des études très terrain qu'on va commencer dans les jours à venir, puisque effectivement c'est la signature aujourd'hui. Donc on a des études qui sont à la fois économiques avec le cabinet Tactis qui est à mes côtés. Sur la construction, c'est voilà, notre partenaire qui est à nos côtés depuis maintenant un moment, qui va prendre le risque des études de construction, parce qu'après, il faudra bien le construire, ce réseau, et c'est pas les zones les plus faciles, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est en termes de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Nous allons prendre en charge toutes les études sur la partie exploitation technique et commerciale, puisque l'idée, c'est bien de venir derrière avec le projet, et le ministère de l'économie et des finances. Alors là, je vais faire mon flash de pub pour les outils financiers de Bercy, mais qui nous permettent en tant qu'industriels français aussi, d'arriver dans des pays avec des outils financiers qui peuvent concurrencer des outils financiers asiatiques. C'est-à-dire que quelque part, les industriels chinois aujourd'hui, à l'export, ont des outils financiers publics qui sont quand même très très avantageux pour les entreprises et les industriels chinois. Et c'est vrai que ces outils de financement français viennent nous apporter des choses qui sont à peu près comparables et qui sont très profitable, je pense, pour les pays partenaires. Ce projet, il est suivi dans sa globalité par l'ensemble d'une filière des infrastructures numériques françaises aussi. Je salue l'association Infranum qui est dans la salle aussi. On essaye de se regrouper pour vous apporter la meilleure qualité, en fait, de réseau. Et c'est vrai que il y a quand même une qualité européenne et française dans les infrastructures numériques qu'on défend. Donc notre ambition, c'est aussi de défendre, au travers de ce projet, un partenariat peut-être un peu plus institutionnel entre la France et la Mauritanie. On croit beaucoup dans ce pays, et ce club de suivi du projet, que ça soit via cette fédération Infranum ou via la fédération Sicabel, parce qu'on a beaucoup de fibres optiques en France, c'est pas forcément très connu, mais on a beaucoup de fibres optiques. On a des équipementiers qui restent aussi en France. On a un équipementier qui fabrique beaucoup de choses en France, qui s'appelle Equinops. Puis on a aussi des partenaires financiers privés, parce que il nous faut du public, mais il nous faut du privé, qui vont suivre ce projet, ces études, de manière à vraiment construire ce projet tous ensemble dans les mois à venir. Donc voilà, donc pour nous, c'est vraiment une première étape, mais une première étape qui est significative, et on va rentrer les mains dans le cambouis maintenant sur le pays. Les étapes du projet, elles sont classiques, mais l'idée, c'est vraiment de se baser, peut-être de repenser, parce qu'aujourd'hui, ce projet, on l'a pensé entre le gouvernement mauritanien et les partenaires qui sont autour de la table. Ceux qui vont l'utiliser, ce sont les opérateurs locaux mauritaniens. C'est eux qui vont apporter du service autour du réseau qu'on va opérer, mais comment opérateur wholesale. Donc ce réseau sera un réseau neutre, ouvert à tous les opérateurs, et donc il faut aussi qu'on se base sur leurs besoins. On aura des études détaillées à la fois économiques et techniques. La réglementation, c'est aussi un point qui est très important à prendre en compte, parce que ça joue beaucoup, et c'est vrai que si on signe quelque chose, ça sera pour plusieurs dizaines d'années, donc ça à prendre en compte. Et puis derrière, préparation de tous les outils pour réellement construire un projet de bout en bout à la fin de l'étude. C'est pas très long, hein. On a fait le plus long en fait en construisant le projet. L'étude, elle va durer 4 mois et demi. Donc j'espère que d'ici 4 mois et demi, on aura un très beau projet à vous présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne. Et en effet, Marianne, vous faisiez référence à tout cette, aéropage que je remets, ce groupement de partenaires qui est autour du projet. Donc un projet soutenu par FASEP, par le fonds FASEP et la Direction générale du Trésor. Non, on n'est pas là-dessus. Donc il y a un petit... C'est pas grave. Non plus. Bon, voilà, on reste là-dessus. Et donc, par rapport à cette notion, effectivement, de travail en équipe, en groupe, avec tous les partenaires autour du même projet, vous avez fait mention au cabinet Tactis
avec Stéphane Lelux qui est effectivement à vos côtés. Stéphane, vous êtes aujourd'hui le président du groupe Tactis, un cabinet de conseil spécialisé dans le montage et l'investissement dans les grands projets d'infrastructures de télécommunications ouverts et partagés. Mais vous avez aussi une deuxième casquette puisque vous êtes le responsable international du comité stratégique de cette filière infrastructure numérique dont Marianne parlait. Et Stéphane, vous avez également, comme tout le monde autour de la table, une large expérience sur le continent africain. Est-ce que, quelque part, toutes ces interventions, que ce soit celle de Monsieur le Ministre, celle de Benoît Denis de la BEI ou d'Orange avec Marianne sur ce projet FASEP, en quoi ça vous interpelle par rapport justement à cette capacité à développer ces grands projets d'infrastructure dans un pays comme la Mauritanie ? Bonjour et merci Selima pour cette introduction. Je remercie Monsieur le Ministre et puis Mohamed Lamine pour nous avoir associés à cette table ronde et puis également Marianne de nous avoir embarqués dans ce beau projet dont nous avons commencé à parler. Alors Tactis a la chance de travailler déjà depuis quelques temps avec la Mauritanie dans le cadre de certains de nos on va dire, certaines de nos prestations de suivi de contrôle. Et donc on a le plaisir déjà d'avoir ce contact terrain qui est effectivement un point très important pour nous. Tout à l'heure, Benoît Denis parlait de la qualité de la relation des projets autour des hommes et des femmes qui la constituent. Et je pense que ça, c'est très important pour nous. Et ça, c'est aussi une des dimensions qui nous plaît beaucoup dans ce pays. Et donc, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, a bien rappelé la position géostratégique du pays. Et je pense que ça, c'est un des atouts clés. C'est un pays avec un peu plus de 4 millions d'habitants, très étendu, donc il y a beaucoup de défis à relever. On est passé d'une culture pastorale à moins de, aujourd'hui, peut-être 1,5% de la population est encore nomade, donc on voit qu'il y a eu une très très grosse transformation sur les 30-40 dernières années. C'est un pays qui est vraiment passé, on va dire, du nomadisme à de la sédentarité. Et on a une capitale qui a explosé en termes démographiques, puisque plus d'1 million d'habitants aujourd'hui à Nouakchott. Donc c'est des défis multiples avec cet aménagement du territoire, qui est un immense territoire avec des frontières et des interactions avec les pays voisins qui sont clés. Et donc, ce que je voudrais dire déjà en guise d'introduction au titre de la filière Appui de Tactis, c'est que nous avons la chance en France et en Europe d'avoir contribué, en tout cas moi pour Tactis depuis plus de 30 ans, au développement du secteur des télécommunications. Et la filière que je représente aussi ici a été créée maintenant il y a 2 ans avec une impulsion du ministère qui nous accueille aujourd'hui, ministère de l'économie, des finances et puis d'industrie. Et donc aujourd'hui, cette filière représente plus de 13 000 entreprises, plus de 150 000 salariés qui ont été notamment fortement impulsés par le plan France Très Haut Débit qui a créé plus de 30 000 emplois. Il faut le savoir. Donc en fait, on a un vrai savoir-faire technique. Marianne parlait de qualité, je pense que ça c'est important. Mais il faut rester modeste. Nous ne sommes pas là pour, on va dire, aller exporter comme ça nos savoir-faire. C'est pas ça la seule ambition de la filière, c'est de travailler aussi en étroite relation pour pouvoir, peut-être de façon singulière, travailler sur le développement de compétences locales. Et ça, c'est très important pour nous de travailler sur cette coopération étroite avec les pays. Et ça, la filière souhaite vraiment renforcer cette coopération avec nos amis, notamment africains. Et l'Afrique est face à un défi énorme. Aujourd'hui, on sait que 1% enfin 10% plutôt de la couverture, on va dire, Internet de population génère 1% de PIB en plus. Ça, c'est des chiffres de la Banque mondiale. Et on a vu tout à l'heure les chiffres que Monsieur le Ministre nous a présentés. On voit qu'il y a un gap à rattraper pour la Mauritanie. Et donc, on peut imaginer quel impact ça va avoir sur l'économie dans sa globalité. Ce sont des défis, en fait, finalement, les infrastructures qui dépassent ses propres enjeux. Les infrastructures sont en soi une chance parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, puisque ça va nécessiter des investissements lourds, mais c'est un formidable effet de levier sur toute l'économie et tous les secteurs des services publics, la santé, l'éducation, bien sûr, l'e-administration, le développement de e-gouv, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, les chiffres, notamment que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont encore publié en juin 2020, parlent de
100 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures d'ici 2030 pour apporter un accès Internet de qualité à un prix abordable sur le continent africain. Alors qu'est-ce que ça veut dire un prix abordable? Je vais juste vous donner une image. Aujourd'hui, un foyer africain consacre entre 5 et 10 fois plus dans son revenu mensuel pour accéder à Internet qu'un foyer européen. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis sur le continent africain, l'effort que je fais, ce n'est pas théorique, c'est l'effort réel que fait la population, c'est 5 à 10 fois supérieur à l'effort. Et c'est simple, en France, c'est 1,5% du revenu net moyen d'un foyer. En Afrique, ça va jusqu'à 15%. Vous imaginez l'écart que ça représente dans les revenus nets mensuels. Et donc c'est ça notre principal défi, c'est de rendre accessible un service de qualité à un prix abordable. Et ça ne va pas pouvoir se faire par miracle. Et deuxième chose, c'est que l'infrastructure, ce n'est pas une finalité. C'est-à-dire que nous sommes tous en train de parler d'investissement et d'infrastructure, mais le but, c'est très clairement pas l'infrastructure. Le but, c'est effectivement tout ce qui va permettre ces transformations derrière, ces services derrière. Mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'infrastructure, si vous n'avez pas les câbles sous-marins dont M. le ministre parlait tout à l'heure, ou Benoît Denis, eh bien, comment vous allez connecter le pays à Internet? Comment vous allez vous interconnecter avec les autres pays? Si vous n'avez pas d'énergie, pareil, comment vous allez amener de l'Internet si vous n'avez pas d'électricité? Donc c'est pour ça que toutes ces infrastructures vont être le socle de la transformation du continent africain. Et nous, filières européennes, nous, filières françaises, nous avons bien sûr une compétition mondiale à livrer, mais aussi un partenariat étroit avec nos partenaires africains. Et c'est ça que la filière du comité stratégique de filière infrastructure numérique français, avec le SICABEL dont a parlé Marianne tout à l'heure, 50% des fibres optiques européennes sont fabriquées en France. On parle de réindustrialiser. On a des domaines dans lesquels nous sommes leaders européens. Il faut savoir par exemple que l'Allemagne aujourd'hui est très en retard sur la fibre optique. C'est la France qui exporte en Allemagne aujourd'hui ses savoir-faire. Mais aussi au Royaume-Uni, qui n'est plus européenne aujourd'hui, mais qui nous achète quand même beaucoup de choses. Donc en fait, la France a, dans l'ingénierie, dans la construction de réseaux, chez les opérateurs, on a des leaders mondiaux. Et ça, il faut absolument en être fier. Et on nous dit toujours, mais face à Google ou Facebook, etc., qu'est-ce qu'on a en Europe? Mais on a toute cette industrie, cette ingénierie, ces savoir-faire. Il faut absolument la valoriser bien mieux et travailler pour que l'Afrique aussi s'approprie cela. Je ne veux pas faire de critiques par rapport à nos amis asiatiques, mais souvent on voit les projets clés en main, et on en parlait à l'instant, c'est ça peut-être qui nous manquait, nous, Européens, savoir apporter les projets en clés en main, mais avec des taux bancaires qui sont affreux, et finalement, aucun transfert de savoir-faire. Une fois qu'ils sont partis, quel est le savoir-faire que ces grands projets, qui coûtent des milliards, ont laissé sur les pays concernés? Et comment demain on va les exploiter, comment on va les commercialiser? Et les fameux 20 000 km dont parlait Marianne tout à l'heure, c'est finalement des ouvrages dont la valeur patrimoniale s'effondre. Si chaque jour un réseau n'est pas utilisé, non seulement il ne sert à rien, mais en plus il se dégrade. Et donc ça veut dire qu'à la fin vous avez un investissement qui ne sert à rien et qu'il va falloir peut-être réingénierer pour pouvoir en faire quelque chose. Donc ça c'est très très important pour nous et pour notre filière. Et donc, dans ce but, évidemment, les projets très inspirants comme celui de la Mauritanie, je pense, sont à plusieurs titres illustratifs de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire de travailler dans cette logique, comme disait Marianne tout à l'heure, de projet global ou de projet intégré, depuis, on va dire, l'amont. Alors, chez Tactis, on aime bien dire qu'on n'est pas un cabinet d'études, mais un cabinet de projet. Alors bon, je ne vais pas faire ma publicité ici, mais c'est vraiment notre philosophie. C'est-à-dire, moi, depuis 25 ans, mes équipes, en permanence, je leur répète ça. Nous ne sommes pas là pour faire des études, nous sommes là pour faire des projets. Donc bien sûr, on fait des études, mais la finalité, ce n'est pas un rapport. La finalité, c'est un projet. Donc le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mécanismes, évidemment, de montage, de financement, des solutions techniques qui sont viables, et bien sûr, derrière, quelque chose qu'on a appris en France à nos dépens, c'est que quand on construit un réseau et qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire derrière, et qu'on ne connaît pas l'opérateur qui va l'exploiter techniquement, souvent, ça forme des accidents industriels. Donc c'est très important d'avoir une offre intégrée pour justement éviter ces accidents industriels et éviter ces 20 000 km de réseau qui ne servent à rien dans des tas de pays. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une approche projet qui peut être très très inspirante pour le reste du continent africain. Même si, quand on parle de l'Afrique à tort, on le met au singulier, on devrait mettre un S à Afrique. Voilà. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques avec des
des situations très variées. Nous avons la chance d'être implantés aussi au Maghreb, d'être implantés aussi en Afrique centrale, nous au Rwanda. Je peux vous dire que les Afriques que je vois tous les jours, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pour autant, elles ont des choses à partager. Elles ont énormément d'expériences, évidemment, à partager et à venir, avec nos partenariats, construire des solutions qui sont spécifiques. Voilà, enfin, je pas sur cette partie-là. Non, mais Stéphane, du coup, par rapport à cet exemple, effectivement, dont vous, en tout cas, que vous évoquez comme étant un exemple qui peut être fondateur pour d'autres projets et d'autres types de projets, que ce soit en Mauritanie ou ailleurs en Afrique. Comment aujourd'hui vous voyez toute cette expertise dont vous parliez, hein, de cette approche de projet clé en main, d'approche intégrée, dans quel type de projet futur, quelle perspective on peut effectivement imaginer, peut-être des projets qui sont déjà en cours aujourd'hui de réflexion au niveau de la filière ou au niveau des autres partenaires, que l'on peut effectivement imaginer pour la Mauritanie? Alors, tout d'abord, effectivement, il manque des tas de maillons. On l'a vu sur la cartographie tout à l'heure, sur l'est du pays. Dans des tas d'autres pays, on a encore besoin de backbone, ce qu'on appelle ces grandes artères. Ensuite, on a aussi des besoins d'interconnexion. Parce que les câbles sous-marins sont une forme d'interconnexion, mais c'est des interconnexions d'abord très coûteuses, avec des spécificités technologiques qui font que quand on veut passer d'un pays à un autre sur le continent, on ne passe pas par des câbles sous-marins, ou en tout cas on évite. Et puis par ailleurs, Benoît Denis l'a dit tout à l'heure, on doit sécuriser. Donc en fait, ce maillage, comme on le connaît sur tous les autres continents, il n'y a aucune raison, je n'arrête pas de le répéter, il n'y a aucune raison que l'inspiration d'un Africain, d'une jeune Africaine soit différente d'un jeune Américain, d'un jeune Européen, d'un jeune Asiatique. Donc ça veut dire que les solutions qu'on va bâtir derrière, de toute façon, elles finiront par se développer de la même manière. Donc il faut avoir un maillage du continent africain. Et ça, c'est une clé. Donc l'aspect connectivité. L'aspect connectivité est une clé. Comme je dis, ce n'est pas la finalité, mais c'est une clé de départ. Si vous n'avez pas cette infrastructure, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes 15 fois, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, 10 fois plus cher qu'en Europe, comment vous allez convaincre des agriculteurs à utiliser des outils dont ils pourraient avoir fort besoin, mais qui sont soit pas dans leur village, donc ils n'ont pas la couverture, ou qui, par ailleurs, vont avoir des coûts d'accès à un service qui, finalement, les brident. Et puis, par ailleurs, il y a une autre dimension qui est très importante, il ne faut pas l'oublier en Afrique, c'est la démographie. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est le continent du XXIe siècle par sa croissance démographique. Plus d'1,5 milliard de nouveaux humains vont naître et vont vivre, croître sur ce continent africain. Et là, il y a véritablement une nécessité d'accompagner ce défi. Et on a la multiplication, par exemple, des villes vont passer de 450 millions d'habitants à 1,2, 1,3 milliard d'ici 2040, d'ici 2045. Comment on fait pour pouvoir accompagner et donc là, on a des projets de Smart City à l'africaine. C'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, c'est une logique qui doit être une logique de ressources rares, de frugalité, d'agilité. La Smart City, ce n'est pas encore une fois un privilège des pays du Nord. Et puis peut-être un jour, quand ils auront le temps, quand on aura fini le reste, on va s'en occuper dans les pays du Sud. Non, je dirais que c'est l'inverse. Peut-être qu'on va commencer plus vite dans les pays du Sud. On a plus de choses à innover sur le continent africain parce qu'il y a un vrai défi. Et pour la Mauritanie, juste peut-être sur ce point-là, je pense que la Mauritanie, comme un certain nombre de pays d'Afrique d'ailleurs, ont une chance, c'est qu'on parte de greenfield. C'est-à-dire que quelque part, aller mettre une ville totalement intelligente, et je vais prendre Paris, mais il y a beaucoup de choses qui existent déjà, et quand il y a déjà beaucoup de bâtis qui existent, refibrer, et pour y avoir travaillé pendant un moment, puisque j'étais sur le territoire, c'est compliqué d'apporter la fibre à tous les Parisiens. Alors qu'une ville qui est nouvelle, qui se crée, on peut déjà le prendre en anticipation, et ça je pense que c'est votre chance, et c'est là où je pense qu'il peut y avoir un vrai levier accélérateur aussi en Mauritanie. Et justement, Monsieur le Ministre, est-ce que sur ces sujets de territoire connecté, sans employer le terme de Smart City forcément, est-ce que ça fait partie de la vision justement à court, moyen terme du pays? Et comment? Écoutez, je pense que des points extrêmement importants ont été présentés tout à l'heure. Et là, encore une fois, j'insiste sur le potentiel que nous avons. Quand je dis potentiel, c'est que les coûts de la transition, ou les coûts de la transformation, ou les coûts de la digitalisation sont beaucoup moins importants chez nous qu'au niveau d'un pays comme l'Europe, d'un continent comme l'Europe. Parce qu'il y a également à gérer tout l'actif qui a été déjà réalisé. Comment aujourd'hui, nous, on a la chance d'être... La chance, si on arrive bien à saisir cela,
d'être, on va dire, au niveau le plus élevé en matière de digitalisation et d'exploitation des technologies les plus récentes. À la fois en matière d'infrastructure, mais également en matière de produits. Je pense au big data, au cloud computing, aux smart cities. On peut le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas grand-chose à gérer. On n'a pas un historique extrêmement important à gérer. Donc le coût, à mon avis, est beaucoup moins important qu'en Europe. C'est donc une opportunité historique, mais on reste évidemment confronté, encore une fois, au financement de cela. Qu'est-ce que ça va nécessiter comme financement? Où trouver ce financement-là? Le besoin, il est là, la solution, elle est là, mais il reste toute la problématique du financement. C'est pourquoi c'est au cœur, évidemment, de la problématique des objectifs de développement durable. On a identifié un gap de financement pour les pays en développement de l'ordre de 4 trillions de dollars. Dans ces 4 trillions de dollars, il y a au moins, on va dire, la moitié qui concerne les infrastructures. Les autres, ce sont évidemment les services sociaux comme la santé, l'éducation, etc. Où trouver cela? Où trouver cela? Et est-ce qu'on va utiliser notre potentiel? Je parle de potentiel en matière économique, mais il y a le potentiel démographique. Je pense que Jacques Attali, tout à l'heure, disait « il faut être riche avant d'être vieux ». En 2050, il a dit, les chiffres étaient très intéressants, il a dit en 2050, 65% des populations au niveau des 4 continents vont avoir plus de... Plus. En Afrique, 30% seulement, c'est-à-dire 65% des jeunes en Afrique en 2050. Et c'est pendant ces moments-là qu'il faut construire nos pays. C'est pendant ces moments-là qu'il faut être justement au rendez-vous de cela, à condition qu'on puisse mobiliser donc les financements. Financement, c'est aussi, et je pense que c'est le thème de la réunion avec AFC ce matin, c'est aussi approfondir les marchés financiers. Financer l'économie, ce n'est pas le secteur bancaire en Mauritanie aujourd'hui qui peut le faire, parce qu'il n'y a pas de ressources longues. Pour financer l'économie, il faut des ressources longues. Or, aujourd'hui, je veux dire, la liquidité bancaire, ce sont des ressources courtes. On ne peut pas financer des projets d'infrastructure avec ça. Donc, cette réflexion doit être au cœur de nos stratégies. Et elle l'est, si je comprends bien, puisque absolument. Ce projet dont on parle est l'exemple même de cette approche intégrée où vous mettez autour de la table les acteurs industriels et les acteurs de financement. Et donc l'idée, c'est... Et le transfert de compétences. Et je pense que ça, c'est clé parce qu'effectivement, en Mauritanie, et c'est un sujet qu'on a beaucoup discuté aussi, et il pourrait même y avoir d'autres projets qu'on a fait d'ailleurs avec le ministère des Finances sur comment est-ce qu'on peut vraiment systématiser ce transfert de compétences dans le pays, parce que ces réseaux, on ne va pas les exploiter avec des salariés qui vont venir de Paris tous les jours, soyons clairs. Donc il va falloir créer cette compétence locale. Et aujourd'hui, il y a un peu, mais je pense qu'il y a une création d'emplois derrière qui est aussi phénoménale pour le pays. Et donc, comme le soulignait Monsieur le Ministre, c'est vrai qu'une des sessions ce matin dans cette même salle, à 9h45, c'était le lancement de ce programme de formation qui est organisé par Paris Europlace, IFC et l'Université Dauphine pour justement une formation de cadres d'Afrique francophone sur les marchés des capitaux, pour une finance inclusive et durable. Et d'ailleurs, certains de ces étudiants, je pense, sont présents dans la salle. Et c'est une très belle manière, effectivement, de souligner cet aspect de renforcement de capacités locales et de capacity building comme levier. Et d'ailleurs, il y aura un stage chez Orange sur ces sujets-là. C'est vrai, on en parlera. Donc, je vois que effectivement le temps de notre panel est en train d'aller à sa fin. Je pourrais peut-être, pour finir, vous donner aux 4 un dernier mot de conclusion avant de procéder à notre cérémonie de signature. Donc, je ne sais pas, on peut commencer par vous, Benoît. Merci. Encore une fois, ce que je voudrais faire, c'est souligner notre soutien, notre intérêt pour l'économie numérique en Mauritanie. Et nous avons beaucoup financé les infrastructures et comme le soulignait Stéphane, ce ne sont qu'une infrastructure pour porter des services. Et je pense que le potentiel d'impact du numérique réside vraiment dans ces services. Et j'espère que ce sera la prochaine vague de financement de la BEI sur le territoire mauritanien.
d'aller vers potentiellement du capital risque, la numérisation de l'administration, la numérisation du secteur privé. Voilà, tout en continuant aussi sur les infrastructures, puisque bien évidemment, le plus on développe de services, le plus la valeur du fossé numérique est importante. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de fossé numérique, c'était uniquement l'accès à la voix. Demain, on va parler de services beaucoup plus importants, tels que l'accès à l'administration, l'accès à l'information, l'accès à l'assurance, aux services financiers. Donc il est important de faire évoluer ces deux éléments en parallèle. Et encore une fois, la BEI y est absolument attachée. Merci beaucoup, Benoît. Avant de finir vraiment par Monsieur le Ministre, Stéphane et Marianne, auriez-vous des derniers mots de conclusion? En tout cas, effectivement, la question du financement qui a été évoquée et qui a été repris à l'instant par Benoît, enfin, je pense qu'elle est essentielle. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de prendre les choses à l'envers, ça de commencer à dire comment on construit des choses publiques, puis après on va essayer de voir avec les partenaires privés qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait en Europe, c'est de se dire, finalement, on réunit les acteurs dès le départ pour les mobiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein d'outils avant de dépenser de l'argent public et de faire de la dette publique. Et puis surtout, à la fin, si on se retrouve tout seul avec un objet dont on ne sait pas quoi faire, à quoi bon? Donc en fait, le but premier, c'est de dire comment je mobilise toute l'ingénierie privée et faire du levier avec, bien sûr, du financement public, de l'aide pour aller plus loin que les projets privés, parce que les projets privés, on sait très bien que les entreprises, elles vont chercher le profit rapide, mais ça ne va pas satisfaire une politique publique. Donc en fait, il faut faire du leverage là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, pousser les entreprises au-delà de leurs bornes habituelles. C'est là où il y a le travail public-privé qui donne ce levier. Et puis, bien, rapporter à cela éventuellement d'autres mécanismes d'aide, de subvention, que ce soit les services universels, les mécanismes d'aide aussi européens qu'on peut mobiliser, etc., etc. Donc, en fait, par cette ingénierie de projet qui part du risque privé et qui ne l'enlève pas, on peut faire un levier qui va permettre au pays d'atteindre des objectifs plus ambitieux que simplement des objectifs qui auraient été porté soit par la puissance publique seule ou par la puissance privée seule. Je pense que c'est ça qui est inspirant aussi dans la démarche française et européenne depuis quelques années. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille main dans la main avec les acteurs gouvernementaux du continent africain. Et en cela, la démarche portée par Monsieur le Ministre est inspirante pour la région et pour d'autres pays. Parfait. Et du coup, nous avons le plaisir d'accueillir à la table Monsieur Jérôme Barré, qui est le CEO Wholesale Division and International Networks chez le groupe Orange, et qui va nous permettre effectivement maintenant de procéder à cette cérémonie de signature officielle de ce projet d'avant-projet plutôt, ou d'études soutenues par le fonds FASEP pour la Mauritanie, entre le groupe Orange et la Mauritanie. Donc, Monsieur Barré, bonjour. Appuyer, je pense. Voilà, c'est mieux comme ça. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Mais écoutez, pour moi, c'est vraiment une grande fierté, un grand honneur d'être présent ici dans cet événement InfraWeek, avec le plaisir aussi de se retrouver en physique, parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce contact de proximité. Heureux d'être là pour signer à vos côtés, Monsieur le Ministre, une convention importante, un accord important. Donc je représente le groupe Orange, je dirige les activités de services opérateurs et de réseaux internationaux d'Orange au sein du comité exécutif d'Orange. Et pour nous, c'est une fierté, c'est un honneur, comme je le disais, d'être partenaire de ce projet, qui est un projet, je pense, très important pour l'État mauritanien. Pour nous, ça fait partie de notre rôle de pouvoir aider à désenclaver les territoires, à ouvrir l'Internet partout, à faire bénéficier l'Internet au plus grand nombre. Je pense que c'est un enjeu important pour votre État. Donc le projet, ce projet, c'est effectivement d'avancer sur ce backbone. Donc on est au stade d'une étude, mais notre objectif, c'est qu'on aille au-delà de l'étude pour que ce projet devienne une réalité. Et vous pouvez compter sur nous pour un appui sans faille et une détermination constante pour que cette étude devienne ensuite une réalité et un beau projet qui sera couronné de succès pour votre pays. Merci beaucoup.
Monsieur le ministre. Merci beaucoup et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Je pense qu'il est évidemment très important, en construisant, c'est l'occasion de le dire, en construisant un complément au backbone national, de faire en sorte que les milliers de kilomètres de fibres optiques qui vont être construits ne fassent pas partie des 20 000 kilomètres dont on a parlé, qui ne sont pas exploités ou sous-exploités. Et ça m'amène à penser que dans le domaine des infrastructures, je pense qu'il ne faut pas tout simplement voir l'aspect marché du projet. Il faut aussi voir l'aspect structurant du projet, l'aspect partenariat. Et en l'occurrence, faire un partenariat stratégique en ce moment-là, qui soit moins un partenariat financier tout simplement, c'est-à-dire un partenariat dans lequel l'appropriation, dans lequel l'agenda est défini par le pays, l'appropriation est prise en compte et évidemment l'accompagnement et l'expertise va être au cœur du dispositif. Ça va être un enjeu majeur dans les projets d'infrastructure que nous allons mettre en place à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on signe ? Nous prendrons, si certains ont des questions, dès la fin de la signature. Nous pourrons prendre vos questions de la salle. Est-ce qu'on peut inviter les partenaires du projet? Oui, bien sûr, nous pouvons appeler les partenaires du projet. Il y a Vinci Énergie qui est dans la salle aussi. La DG Trésor, voilà, je pense Axians. Ce projet, on l'a bâti tous ensemble. Pardon, je voulais refaire. Voilà. Oui, heureusement qu'il y a ta technique, hein. C'est sûr. Voilà. Hicham, Il faut qu'on regarde. Stéphane, Afrani. Je ne sais pas si on a le droit de se serrer les mains pour la signature. Bah, tu fais comme tu veux. On peut signer, on peut serrer les mains. On peut serrer les mains. Voilà. Oui. Merci. Merci, merci, monsieur le ministre. Merci. Merci, merci. Alors, je ne sais pas si certains dans la salle ont des questions, veulent interagir avec le panel avant Salima, par ici. De mettre fin. Là. J'aurais une question. Salima, vous avez la gentillesse tout à l'heure de rester bien longtemps sur une diapositive dans laquelle on voit bien cette cartographie d'acteurs. Et alors, on parle d'un projet en Mauritanie qui a complètement des acteurs que français. Alors, bravo à la Mauritanie d'avoir déjà incité l'intérêt de la France et à la France d'avoir juste eu la confiance de la Mauritanie pour implanter ça. Je serais curieuse de voir les coulisses pour savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays que vous avez écartés pour juste rester dans un environnement un peu purement français. Je sais qu'il y a de l'histoire dans la Mauritanie, mais bon, voilà. Je peut-être me permettre de répondre à cette question, puisqu'effectivement, on insiste beaucoup sur le fait qu'on veut travailler avec des partenaires locaux. Donc déjà, dans l'étude, il y a une entreprise qui est partenaire avec nous, parce que la Mauritanie, pour faire les études terrain, il n'y a pas de Français qui connaissent mieux la Mauritanie que les Mauritaniens, donc ils sont précisés. Après, les mécanismes de financement de la DG Trésor font qu'en définitive, il y a une part française minimum à respecter. Donc voilà, on respecte toutes les cases. Et sur la construction, bien entendu, alors la part française pour les financements de la DGT après passe là je vais regarder mes experts, de 85% à 50% de 85%. Donc ça te fait du 40 et quelques. Mais donc ce projet, il va être co-construit avec des entreprises mauritaniennes sur place. Par contre, il faut aussi qu'on les sélectionne, ces partenaires, et ça fait partie de l'étude. Pas d'autres questions dans la salle ou d'interaction? Écoutez, je tiens vraiment à remercier très très chaleureusement Monsieur le Ministre de votre disponibilité et de toute la qualité des échanges qu'on a pu avoir avec vous ce matin. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants de ce panel.
Je suis sûre que nous aurions pu encore débattre et échanger pendant de longues heures, mais il me semble que vous pouvez vous donner rendez-vous maintenant que nous sommes tous en présentiel à d'autres occasions. Et on aura le plaisir, en tout cas à Paris Europlace, de pouvoir accueillir ce type d'échanges et de rencontres. Donc merci à tous, merci à l'audience et on va terminer là le panel. Merci beaucoup.